On continue avec la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Avant la pause, on était sur le Sénégal où Macky Sall, le président, a haussé le ton contre l'opposition. Macky Sall qui estime qu'une chose est sûre, ceux qui s'imaginent pouvoir intimider le pouvoir et bloquer la justice se bercent d'illusions en parlant de Ousmane Sonko. Un individu ne peut pas bloquer la capitale Dakar au seul prétexte qu'il est convoqué devant le tribunal. Si le Sénégal n'est pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait été réglé depuis longtemps. Toujours avec mes deux invités, l'honorable Vincent Ameganvi et Samir Ouro Sama. On fait le tour d'horizon de ces sujets. Samir Ouro Sama, toute cette situation arrive aujourd'hui et on le disait en première partie parce que Macky Sall entretient un flou sur cette question. Moi, je me rappelle encore de l'ancien président nigérien. Pendant longtemps, cette question lui a été posée. À chaque fois, il donnait les mêmes réponses. La Constitution a réglé la question. Je ne serai pas candidat. Il a martelé plusieurs fois. À la fin, il a organisé des élections. Il a passé la main. On vient de le voir également dans le pays le plus peuplé d'Afrique, qui est l'un des pays les plus puissants. Après 4 ans fois 2, il passe la main. Personne n'est mort. Quelle mouche est en train de piquer Macky Sall? Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas appris des leçons du passé. Comme l'honorable l'a dit, il a été l'un des premiers artisans qui ont œuvré pour barrer la route à Abdoulaye Wade lorsqu'il prétendait ou il a voulu faire un troisième mandat. Je pense que c'est un virus africain, c'est-à-dire que c'est une réalité un peu partout dans nos pays africains où lorsque des personnes qui sont considérées comme des opposants, et curieusement, ce sont des opposants qui affichent de tels actes. C'est-à-dire que des gens qui sont censés montrer l'exemple, puisque pendant longtemps vous avez combattu dans l'ombre, vous avez démontré par A plus B que celui qui était au pouvoir ne faisait pas bien, c'est quelqu'un qui est antidémocratique, c'est quelqu'un qui embastillait les droits de l'homme, c'est quelqu'un qui faisait tout. Mais lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est vous qui êtes cette personne-là qui fait l'apologie de la violence. Vous êtes cette personne-là qui manigance, qui met en place des artifices pour garder le pouvoir. Et c'est la réalité partout quand vous revisitez un peu l'histoire, beaucoup plus l'histoire de l'Afrique francophone, quand vous revisitez, ce sont les opposants qui affichent ce genre de comportement. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, c'est que M. Macky Sall a cette ambition ou cette envie de pouvoir faire le troisième mandat. Mais il ne veut pas l'afficher clairement parce que quand il affiche clairement, ça va pouvoir réveiller les oreilles. Parce que c'est vraiment une société très dynamique où lorsque de telles pratiques vont être annoncées, les gens vont commencer par se mobiliser, ils vont commencer par protester, ils vont manifester régulièrement. C'est ce que Macky Sall ne veut pas entendre, ne veut pas voir véritablement. Donc, il entretient le flou jusqu'à peut-être à 2-3 mois ou je sais pas 6 mois, il va pouvoir annoncer véritablement s'il sera candidat ou pas. Quand il va se rendre compte que toutes les conditions sont réunies et qu'il a plus de chances de pouvoir maîtriser tout le processus et tout le scrutin, il va pouvoir se prononcer. Mais c'est quelqu'un qui a envie de faire un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le retienne. C'est quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir, au fait. Il a fait, disons, 7 plus 5 ans. Il a fait 12 ans au pouvoir. Il trouve que ce n'est pas suffisant, qu'il a un travail à faire, qu'il a un programme. Il a même dit qu'il a un travail à faire. Il doit pouvoir finir ce travail-là. Et Macky Sall pense que c'est en faisant un troisième mandat qu'il pourra finir ce travail-là. Nous avons vu par le passé beaucoup de personnes qui ont forcé pour venir faire un troisième mandat. Nous avons vu comment ils ont fini. Donc, si Macky Sall est très intelligent, je pense qu'il devrait reculer et pouvoir positionner quelqu'un, parce qu'au sein de son parti politique, il y a des gens qui sont compétents, des vaillants qui ont démontré leur compétence à pouvoir gérer les affaires publiques. Donc pour moi, il n'est pas bon pour son image de pouvoir se mettre à dos tout le peuple sénégalais, de pouvoir se mettre en confrontation avec les différents acteurs, notamment les partis politiques de l'opposition. Ça risque de donner une mauvaise image de tout ce qu'il a eu à faire pendant 12 ans en termes de réalisation. Quoi qu'on dise,
mais que Monsieur Macky Sall a travaillé pendant les 12 ans à faire avancer le Sénégal sur le plan du développement économique, mais démocratiquement, il risque véritablement de porter un frein à cet exemple que les gens ont toujours vu au niveau de l'Afrique. Maintenant, si vous permettez, je voudrais apporter un petit aspect sur la question de la prononciation ou de la position que Macky Sall a donnée sur la question de la justice. Vous savez, dans un pays, c'est l'État qui est garant de la justice. Pour que la justice soit rendue au peuple, au nom du peuple, il faut qu'il y ait un État qui mette en place des mécanismes, des outils et des tests qui garantissent à ce que quand quelqu'un se rende en justice, qu'il puisse, quel que soit son statut d'opulent ou de pauvre, qu'il puisse se dire que lorsqu'il a le droit, que le juge ou la justice puisse rendre le droit. Et dans la question de la justice, il y a le ministère public qui est représenté. Le ministère public, c'est quoi? C'est l'État. C'est l'État qui est représenté par le procureur de la République. Donc, dans cette affaire qui oppose M. Sonko et la justice, mais il y a le procureur de la République, il y a le ministère public. Donc, il est important que, en tant que chef de l'État, chef suprême des armées, et le premier responsable, qu'il puisse donner le ton par rapport à cela. Cela n'enlève à rien l'impartialité de la justice. C'est pour dire que dans un État, il n'est pas possible qu'un individu, quel que soit son statut, parce qu'un homme politique aussi peut connaître des ennuis avec la justice. On en a vu. Les gens ont vite fait de conclure que bon, parce qu'à un moment donné, la personne a connu des ennuis, il a été condamné, il est devenu un prisonnier politique ou il est acharné pour ses avis politiques. Mais jusqu'alors, M. Ousmane Sonko n'est pas poursuivi par la justice pour ses opinions politiques. La question de la diffamation, ce n'est pas une question d'opinion politique. La question de viol ou de pratiques abusives sur la jeune fille, ce n'est pas une question politique. Donc on ne peut pas, parce que la personne est un politique, on a vite fait de rapprocher cet aspect politique à cette affaire qui l'oppose à la justice. C'est erroné cette façon de voir les choses. Donc pour moi, je trouve, et c'est important que Macky Sall se prononce sur la garantie à ce que la justice puisse aller au bout des affaires de droit commun qui opposent un individu lambda à un autre individu. Alors, oui. Oui, je voudrais rebondir un peu. C'est bien beau de dire que oui, il y a des situations qui ne sont pas forcément liées à la personnalité d'Ousmane Sonko ou de n'importe quelle politique que ce soit. Mais quand nous venons dans la réalité du Sénégal, de ce qui se passe en réalité, tout porte à croire que c'est pour l'empêcher de briguer ou bien de déposer sa candidature pour les élections prochaines. Tout porte à croire. On interpelle quelqu'un pour un cas de délit de droit commun. Un individu lambda. Ça aurait été quelqu'un d'autre, un individu lambda, on n'aurait pas tout cet acharnement, on ne verrait pas des gens descendre dans la rue. La preuve, au Sénégal, tous les jours, la justice fait son travail. Tous les jours, il y a des gens qui sont condamnés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui d'Ousmane Sonko. Vu ce qu'il est en train de représenter, vu l'engouement qu'il suscite aujourd'hui, moi, je ne dis pas encore que les faits, c'est à la justice d'établir c'est au procureur à la justice d'établir les faits, de nous dire si c'est vrai qu'il a commis ces délits ou pas. Moi, je parle du pourtour, de cette violence, inutile qui est exercée sur la personne même pour avant de l'amener au tribunal et tout. Vous convoquez quelqu'un au tribunal, ce n'est pas à vous de venir le chercher. Il n'a pas refusé de venir au tribunal. Mais à certains moments, il a refusé de venir. Le juge lui a convoqué, il a refusé de se présenter. On peut se faire représenter par son avocat. Deux fois. Il peut se faire représenter par son avocat. C'est maintenant, après, quand la procédure est lancée et qu'on a forcément besoin de lui, il se rendra. La preuve, la dernière fois, on l'a appelé, il était prêt à partir. On est venu le cueillir, Manu Militari, on a cassé sa voiture, on est venu tous ces aspects-là qui montrent qu'on a une dent contre la personne. Donc c'est juste le petit point que je voulais ajouter avant qu'on nous poursuive. Ouais, alors justement, et sur la question maintenant de la candidature ou non de Macky Sall, ces propos, on dit c'est flou. Il a envie d'être candidat. Personnellement, mon avis, c'est mon avis et je l'assume. Macky Sall n'a pas tort de dire que le premier mandat
de 7 ans, après les réformes, c'est considéré comme... Bon, comme on a dit, on a vu ça au Togo ici, les réformes disposent pour l'avenir. Et son premier mandat de 7 ans qu'il avait fait, c'était avant les réformes, et qu'il peut éventuellement faire 2 mandats. Il a raison de dire que ce sera une discussion politique après. Sur ce plan, politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il décidera avec les acteurs politiques pour dire que non, je ne participerai plus, je n'irai plus, ou éventuellement j'irai, mais on va me battre dans les urnes. Moi, je parle sur le plan juridique, sur le plan légal, sur les tests que s'est doté le Sénégal. C'est vrai que la Constitution lui permet aujourd'hui d'aller, de faire, pas de faire un 2e mandat, mais de déposer sa candidature pour un 3e mandat. Mais la réalité, il doit se dire que lui-même, en tant que Macky Sall, par rapport à l'histoire du Sénégal, par rapport à tout ce qui s'est passé avant que lui n'arrive au pouvoir aujourd'hui, il doit dire que non, je ne vais pas me présenter pour faire un 3e mandat, même si j'ai limité le mandat. Moi, je pensais même au départ que le fait de limiter les mandats, le fait de faire les réformes, c'est de ramener le mandat à 5 ans pour être conforme par rapport à ce qui se fait dans la sous-région. L'intention, au départ, les gens avaient déjà commencé par crier que oui, le monsieur voulait ramener le mandat à 5 ans parce qu'il a envie de faire un 3e mandat. Déjà, en ce moment, quand il a lancé les réformes, le débat était déjà lancé en ce moment. Il avait rassuré les gens, il disait non, c'est pas l'intention, c'était pas son intention, mais au moment venu, il avisera. Maintenant, le moment est venu, nous sommes à 1 année des élections, il ne dit rien, il dit que oui, il peut éventuellement aller, la Constitution le permet de se représenter, mais ce sera un débat politique, ce sera un choix politique pour lui de ne pas... Moi, je pense qu'il doit, et il va le faire au moment venu, décider de ne pas se présenter pour un 3e mandat. Parce que, certes, il a envie, il a bien envie, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, et que tout le monde a envie de poursuivre dans nos pays africains, d'aller faire un 3e, 4e, voire 5e mandat ailleurs. Dans les pays en Afrique centrale, par exemple. Mais le Sénégal, l'histoire même du Sénégal doit un peu... Macky Sall doit revoir par rapport à l'histoire du Sénégal et dire que non, je ne peux pas m'amuser à cela et mettre ce pays encore à feu à sang après tout ce que ce pays a traversé. Parce que, quoi qu'on dise, le Sénégal vient de loin. Vient de loin avec l'histoire de Wade, et aujourd'hui, avec lui, je pense qu'il doit être sage et essayer d'être un vrai ancien président du Sénégal et rester dans son pays. Voici ce que dit la Constitution sénégalaise. Vous l'aviez dit tantôt, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Oui. J'écoutais l'analyse d'un homme politique sénégalais sur le sujet. J'aimerais bien entendre le juriste. Il dit, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, ne veut pas dire que Macky Sall ne peut pas être candidat. Maintenant, s'il gagne, c'est là où cette question se pose. Oh! C'est ce qu'il disait. C'est encore fort. S'il perd, c'est réglé. Mais vous savez, la question de l'interprétation des tests, je pense que dans nos pays, il y a des institutions qui sont habilitées à véritablement donner l'esprit et la lettre d'une disposition de loi ou d'une disposition constitutionnelle. Encore que ces institutions sont impartiales. C'est sur ces questions-là qu'on aurait bien voulu entendre le Conseil constitutionnel, oui. Qu'il puisse, dans un avis, donner son interprétation de cette disposition de la Constitution. Est-ce que c'est le fait, par exemple, de ne pas avoir fait 2 mandats consécutifs après la révision de la Constitution, ou c'est le fait, par exemple, d'avoir déjà fait un mandat et qu'à un moment donné, la révision constitutionnelle est intervenue et que nous sommes obligés de pouvoir se conformer à cette disposition et dire « Ah, nous avons déjà fait un mandat, voilà ». Lorsque la nouvelle constitution est rentrée en vigueur, nous avons encore fait un mandat, donc ça nous fait 2 mandats consécutifs. Donc, je pense que la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur cet aspect ou sur cette disposition de la Constitution pour éclairer les Sénégalais, pour que les Sénégalais, juridiquement, soient convaincus de la légitimité pour monsieur Macky Sall de pouvoir prétendre à de la légalité, autant pour moi, pour monsieur Macky Sall de pouvoir prétendre à une 3e candidature, voire être élu. Mais là, c'est utopique de penser qu'une personne peut poser sa candidature, que ça ne cause pas de problème,
Et lorsque la personne va être élue, c'est en ce moment qu'on devra voir avec des artifices juridiques, est-ce que la personne est habilitée à pouvoir exercer ce mandat-là. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer ce mécanisme juridique? Ça n'existe nulle part ailleurs. Pour les perdre ça n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est peut-être utopique de sa part. Je ne sais pas sur quelle base ou dans quel contexte il a donné cette interprétation de la disposition. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons nous attendre à ce que le Conseil constitutionnel intervienne sur ce sujet. Nous avons des éminents juristes très reconnus mondialement au Sénégal qui sont des personnalités jugées intègres. Ils peuvent aussi, à travers leur sortie, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, une publication, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, un avis sur la question, pouvoir donner des éléments de droit qui puissent convaincre les Sénégalais sur la légalité ou non de Macky Sall de pouvoir se présenter. Mais comme l'honorable l'a dit, l'histoire du Sénégal est suffisante pour permettre à ce que Macky Sall se dise qu'il n'est pas possible dans ce contexte actuel de pouvoir prétendre à faire un troisième mandat. Parce qu'on en a vu par le passé, on a vu ce que cela a engendré en termes de recul démocratique pour le Sénégal. Et toi, en tant que l'une des personnalités qui ont combattu cette idée de l'ancien président, tu te mets, ça donne, je l'ai toujours dit, ça ne donne pas une crédibilité à l'opposition africaine. Vous voyez, donc on se dit que c'est les mêmes. Aujourd'hui, vous décriez ces personnes-là. Demain, quand on va vous faire confiance, vous allez répéter les mêmes choses. Et à cette allure-là, ça retarde le développement de nos pays. En même temps, j'ai l'impression aussi que Macky Sall fait un peu une lecture spécieuse de ce que le Conseil constitutionnel avait dit en 2016, parce qu'il dit, sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps, puisqu'il estime que le Conseil constitutionnel avait dit que le septennat n'était pas concerné par la disposition, mais ça ne veut pas dire que le septennat ne compte pas. Parce que vous êtes élu pour un septennat. Et vous dites, maintenant ça va être 5 ans. Le Conseil vous dit, vous êtes élu pour un septennat. Vous finissez le septennat et après, ce sera le quinquennat. Maintenant, vous interprétez ça comme si on a dit, bon, ça ne compte pas. Oui. C'est assez spécieux comme lecture. Voilà tout le débat réside là, je pense. Parce que quand il dit que juridiquement c'est réglé, non, c'est pas réglé. Il faut que le Conseil constitutionnel sorte un avis. Je suis d'accord avec mon cher ami juriste ici présent, qui dit que les éminents juristes que nous avons au Sénégal doivent sortir, doivent commencer. C'est au fait aussi un peu aussi le procès que nous faisons à nos élites en Afrique. Ils ne communiquent pas souvent, ils ne communiquent pas beaucoup. Ils ont de la matière grise à en revendre, mais ils ne sortent pas sur des sujets aussi populaires que ça. C'est vrai, vous allez voir, ils sortent sur des sujets précis où on a besoin de leur avis, de leurs compétences, mais sur des sujets populaires, sur des sujets qui donnent beaucoup qui fait couler beaucoup d'encre de salive, comme ce sujet-là, par exemple. Ils ne sortent pas, ils ne disent pas, ils ne donnent pas leur avis, parce que ce sont des gens qui connaissent le droit, qui l'exercent, qui sont dans le droit tous les jours, qui peuvent apporter des solutions. Il faut qu'on les appelle, qu'il faut qu'ils s'expriment dessus. Il faut que le Conseil constitutionnel je ne sais pas si au Sénégal, ceux qui sont habilités à saisir le Conseil constitutionnel, ici au Togo aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, les présidents de groupes parlementaires peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour avis. Il y a beaucoup de personnalités, avec le changement de la Constitution, beaucoup de personnalités peuvent aujourd'hui saisir la Cour constitutionnelle. Je ne maîtrise pas comment ça se passe au Sénégal, mais il faut que le Conseil constitutionnel s'auto-saisisse pour donner son avis clair et net sur ce sujet-là, pour dire que oui, nous n'avons pas dit que le septennat ne compte pas. Nous avons dit que le septennat était hors portée. Bon, voilà aussi l'expression hors de portée. Bon, non, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Hors de portée de la réforme. Donc ça veut dire, votre réforme, vous êtes élu pour 7 ans. Et vous devez aller jusqu'au bout de votre septennat. Oui, bon, maintenant, lui, il l'interprète autrement. C'est ce que j'appelle lecture spécieuse. Il l'interprète autrement. Il faut que le Conseil constitutionnel ressorte pour dire que non, monsieur, c'est pas ce que nous avons dit. Voilà ce que nous avons dit en ce moment. Et voilà il faut qu'il soit précis. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux à tout le monde sur le débat. Oui, au Togo ici, ça a été clair. On a dit la Constitution, on a fait les réformes, mais non, ça ne dispose que
pour l'avenir. Oui. On a été clair sur le sujet et le débat était clos. Maintenant, avec les calculs, avec les accords et tout ça, on peut demander au chef d'État, non, on ne te représente plus. Ça, c'est un débat politique, clair. Maintenant, au Sénégal, il faut que le Conseil constitutionnel revienne nous dire ce qu'il voudrait dire exactement, pas dire que le septembre était hors de portée de la Je pense quand réformes. même que sur cette question-là, c'est le Bénin qui a eu la belle phrase « Nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie ». On n'a qu'une seule vie. On va passer au dernier sujet, c'est le Togo. Il a oublié la réincarnation. Hein. Le dernier sujet, le Togo, on parle du rapport de gestion des fonds Covid. La société civile n'en a pas fini avec ce rapport. La publication du rapport de gestion des fonds Covid en février dernier, la grogne ne faiblit pas au sein de la société civile. Eh bien, après le coup de gueule de quelques hommes politiques à la suite de la justification de l'usage des fonds alloués à la riposte Covid-19 au Parlement, s'en est suivi le communiqué des évêques du Togo, tous réclamant la lumière sur la gestion de ces fonds. Eh bien, dans un élan de riposte, la coalition de la société civile appelée Veille économique a décidé de porter plainte contre X dans cette affaire. Selon son vice-président David Dossé, de nombreux éléments ont manqué dans le processus de justification et pour lui, cela démontre encore une fois de plus que la corruption est toujours restée d'actualité au Togo et ça me rappelle la phrase du président de la Cour suprême qui dit que la corruption est le deuxième sport le plus pratiqué au Togo. D'abord, expliquez-nous. Plainte contre X, qu'est-ce que ça signifie? Non, moi, si vous permettez, avant que je ne donne mon avis sur ce sujet, quand j'ai lu cela, ça a suscité en moi des interrogations. C'est-à-dire que quand vous regardez un peu la manière dont nos organisations de la société civile fonctionnent dans nos pays, ça ne répond pas véritablement à cette idéologie de ce qu'on a comme organisation de la société civile. Une organisation de la société civile, c'est une organisation constructive. Une organisation qui fait des observations pour l'amélioration de ce qui est déjà fait. On n'a pas besoin on n'a pas dans nos pays africains besoin des organisations civiles, comment je vais dire ça, qui sont toujours sur la défensive, qui saisissent des opportunités, qui sont des opportunistes au fait, pour pouvoir maintenir du flou sur certains éléments. La première démarche qui aurait dû être faite par cette coalition de la société civile, c'est de pouvoir approcher tous les acteurs, c'est-à-dire la Cour des comptes, pour pouvoir les rencontrer, avoir les éléments qui n'apparaissent pas véritablement. Puisque vous imaginez un tel rapport, avec tout l'audit qu'il y a eu, ce n'est pas tous les éléments que nous avons dans le rapport. Nous avons toutes les pièces qui ont été produites au cours de cette procédure d'élaboration du rapport, qui n'en ont pas. Est-ce que vous voyez? Ensuite, c'est de pouvoir rencontrer le gouvernement et tous les acteurs qui ont été impliqués, les différents démembrements de l'État qui ont été impliqués, les écouter et avoir leur version, avoir une documentation vraiment nourrie et ensuite revenir au niveau de la société civile et faire une synthèse, documenter. Si c'est une plainte que vous voulez porter contre X, comme ils le disent, documenter et de pouvoir introduire la requête devant la justice. Vous voyez, ils ont manqué une occasion de s'affirmer véritablement comme une grande organisation une grande coalition des organisations de la société civile qui a de la matière et qui peut apporter une contribution pour améliorer ce qui s'est fait. Parce que quand on dit audit, c'est de pouvoir améliorer les différentes pratiques qui ont été faites. Maintenant, revenons à leur plainte. Et je peux vous dire sans hésiter que cette requête n'aboutira pas. Ça n'aboutira à rien. Pourquoi? C'est-à-dire que vous portez une plainte contre X, alors que dans l'audit, on connaît les structures, les organisations où il y a eu des... C'était le sens de ma première question. Il y a des gens qui sont cités. On connaît véritablement des irrégularités qui ont été constatées par la Cour des comptes. Et je l'ai toujours dit que les irrégularités qui ont été constatées ne constituent pas véritablement des infractions. C'est des présumés. Ce n'est pas des infractions. Ce sont des éléments qui permettent, par exemple, à la justice, si elle veut s'en saisir, de pouvoir documenter ces éléments-là qui ont été apportés. C'est la même chose quand les journalistes écrivent. Ce n'est pas de la Bible, ce n'est pas un verset biblique, ce n'est pas un verset coranique, ce n'est pas de la vérité. Il faut que les gens le sachent. Tout ce qui est publié, ce sont comment on appelle ça dans le jargon de la bonne gouvernance,
c'est des lanceurs d'alerte. Oui. On dénonce. Après, Maintenant, il faut documenter. Quand on documente, maintenant, la justice peut dire, par exemple, que sur ces irrégularités, on veut écouter telle personne pour pouvoir faire ce qu'ils appellent une confrontation entre les faits et la version des autres. C'est sur cette base-là que la justice va dire, nous allons ouvrir, nous acceptons d'abord la requête, ensuite nous allons analyser la requête au fond, c'est-à-dire que nous allons statuer au fond de l'affaire. Maintenant, qui disent qu'ils portent l'affaire et ils portent plainte contre X, mais X, dans le rapport, on sait les institutions qui ont été citées. Ensuite, nous avons vu au-delà de ce qui a été apporté par la Cour des comptes. Et c'est ce qui est important à souligner, que jusqu'alors, nous n'avons pas écouté la Cour des comptes. oui. C'est-à-dire que les gens ont sauté. C'est ça qu'on appelle de l'opportunisme. Les gens ont sauté sur le rapport et ont commencé par donner des explications selon ce qu'ils entendent du rapport. Parce que ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes publie un rapport. Je ne sais pas pourquoi ça suscite cet engouement. Ce n'est pas la première fois. Même ce sur quoi ils doivent véritablement se mouvoir, c'est sur la gestion des ressources qui nous appartient à nous tous. C'est-à-dire comment est-ce que l'État gère le budget de l'État. Parce que chaque année, la Cour des comptes réalise ce qu'on appelle l'audit des comptes publics et voit par rapport aux différentes subventions, aux différentes dotations qui ont été apportées, aux différents programmes élaborés par les différents ministères et institutions, comment est-ce que les fonds ont été gérés. Ça n'a jamais ému personne. On saute sur un fonds Covid qui a été mis en place par la volonté des autorités de ce pays et qui ont également eu cette volonté politique de pouvoir enclencher cette procédure d'audit pour voir comment est-ce qu'on a géré les fonds pour pouvoir corriger les défaillances et tout ça là. On entend un jour qu'une coalition des organisations de la société civile porte plainte contre X. Ce n'est pas sérieux là. Vincent Leganvie, on sait que les ministres, je pense qu'ils étaient 14 ou 15, étaient venus au Parlement pour se justifier. À la fin, moi, j'ai écouté votre présidente qui dit tout est clair, qu'il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, je sais que de votre côté, vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, une organisation de la société civile, une coalition, porte plainte contre X. Est-ce que pour vous, vous pensez que ça va relancer le débat ou bien c'est juste pour l'histoire qu'ils le font? Oh, je pense que ça va relancer un peu le débat, même si je suis un peu d'accord avec mon cher ami, que on connaît un peu l'issue de cette plainte-là, on imagine un peu l'issue de cette plainte-là. Une chose est claire, moi, tous les moyens qui seront mis à disposition, mais tous les moyens, toutes les dispositions qu'on aura à prendre pour voir clair dans cette affaire, moi je suis partant, je suis pour. Si cette plainte-là peut nous aider à voir plus clair dans cette affaire, oui, parce qu'on parle des milliards, on parle des centaines de milliards et on parle de la gestion des fonds d'un pays dans une situation de crise sanitaire. C'est pas le budget de l'État, c'est des dons, c'est des legs, c'est des donations, c'est des fonds que des gens, des bailleurs nous ont donnés, des privés même ont mis l'argent dans la poche pour donner, pour essayer d'agrandir la cagnotte. Et donc c'est l'argent qui nous appartient à nous tous pour gérer une crise et il faut que les gens, il faut rendre des comptes, c'est dans l'ordre normal des choses. Oui, le gouvernement est venu à l'hémicycle nous expliquer, voilà le terme, nous expliquer ce qui s'est passé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que après la sortie du rapport de la Cour des comptes, nous, à l'hémicycle, on a dit oui, on veut vraiment interpeller le gouvernement pour voir clair dans l'affaire. Le président du nouvel engagement togolais, l'honorable Thierry Tama, avait déjà préparé des interpellations, mais on était en intercession, on était en vacances parlementaires et on attendait la rentrée pour les introduire. Et on nous a convoqués en session extraordinaire pour plusieurs activités. Et parmi ces activités, il y avait l'audition, la communication du gouvernement. Ça nous a coupé un peu l'herbe sous le pied, mais c'était une communication à laquelle on a participé, on a écouté les explications données par les gouvernements. Ça vous a convaincu? Moi, personnellement, je ne dirais pas que j'étais convaincu, parce que c'était des explications. Et ces explications, on a déjà commencé par les écouter sur les médias avec le ministre de la Communication qui avait fait le tour des médias pour donner des explications sur tel ou tel cas d'irrégularité constaté par la Cour des comptes. Ce sont des irrégularités
que la Cour des comptes a constaté. Le gouvernement, moi j'ai posé la question au ministre pour savoir, mais est-ce que la Cour des comptes, vu ce qu'ils sont en train de nous dire, est-ce que c'est la Cour des comptes qui a mal fait son travail? Ils ont dit non, que c'était une procédure de la Cour des comptes et que cette procédure n'est bon, je ne dirais pas, ils n'ont pas dit que c'était pas forcément la bonne, mais ça sous-entend que oui, ils n'ont pas été approchés pour donner des explications sur tel manquement. Ce sont des explications qu'ils nous ont données. Moi, je prends l'affaire du logo dans le rapport, un logo qui a coûté 15 millions. Ouais. Le ministre de la Sécurité nous a dit qu'en réalité, le logo a coûté 150 000 et que c'était d'autres objets, d'autres articles qui ont fait que le prix était monté à 15 millions. Moi, en tant que député, il nous a donné cette explication. J'ai entendu, j'ai écouté. Mais rien ne me dit que ce qu'il dit, c'est vrai par rapport à ce que la Cour a dit. Non, rien ne me dit. Je n'ai pas vu de reçu de logo 150 000 à l'Assemblée. Il n'y a pas une documentation qui nous a été montrée. Donc, je ne prends pas pour argent comptant ce que les ministres sont venus nous dire à l'Assemblée nationale. J'ai écouté des explications. Il y en a qui tiennent peut-être la route. Il y en a qui laissent aussi, ou sur lesquels il y a des doutes. Maintenant, n'ayant pas vu de preuves palpables, même si on sait que les preuves là, on peut toujours les trouver, oui. Je ne dirais pas que j'ai été convaincu. J'ai entendu, j'ai suivi, j'ai posé mes questions. Ils ont donné il y a des doutes, ouais. Les réponses ont été données. Maintenant, moi, là, je suis aussi d'avis de réécouter la Cour sur ce sujet-là. Que la Cour, bon, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais d'entendre la Cour après les explications données par parce que ces explications-là ont été reversées après à la Cour, hein, après les explications données par le gouvernement. Qu'est-ce que la Cour dit de la gestion de ces fonds-là? On sait qu'au finish, la Cour avait dit à la fin, la conclusion de la Cour, c'est qu'il n'y avait pas eu de malversation. On sait que c'est la conclusion de la Cour. Et c'est ce que le gouvernement a brandi après, que la Cour n'a jamais dit qu'il y a eu de malversation ou bien de détournement de fonds. Oui, ça on est d'accord. Si on veut travailler avec le rapport de la Cour dit qu'il n'y a pas eu de malversation. Maintenant, le même rapport, c'est ce même rapport qui dit qu'il y a eu des irrégularités. Il ne faut pas confondre les deux. Irrégularité ne veut pas forcément dire malversation, ne veut pas forcément dire détournement. Ça, on est d'accord dessus. Maintenant, les irrégularités, là, est-ce que ces irrégularités ont été corrigées? Est-ce que ces irrégularités-là, ce sont des irrégularités d'inattention ou bien ce sont des... je ne sais pas. Il faut que la Cour peut-être ressorte pour nous dire que oui, voilà ce qu'il en est de notre côté suite à tout ce qui a été dit, suite à tout ce qu'on a eu à faire. Alors en tout cas, on a la plainte. Et Ouro Sama, vous disiez qu'il est peu probable que cette procédure aboutisse. Est-ce que vous êtes en train de présumer d'une mauvaise volonté de la justice de clarifier cette affaire? Non, parce que d'abord, la procédure qui a été adoptée par cette coalition des organisations n'est pas une procédure à renforcer la plainte. C'est-à-dire que, à part ce que la Cour a publié, je ne vois pas ce qui nous apporte de nouveau. C'est-à-dire que ce que la Cour a publié, tout le monde a ça, c'est sur le site de la Cour. C'est-à-dire que tout le monde a le document. C'est-à-dire en tant qu'une organisation qui veut véritablement avoir de la lumière, et je l'ai toujours dit sur ce dossier-là, que lorsqu'il y a des divergences par rapport à ce dossier ou par rapport à une question liée à la vie de la République, il est important que le pouvoir judiciaire, qui est considéré comme ce pouvoir qui peut départir les gens, puissent se prononcer sur la question. J'avais même appelé à ce que la justice s'empare du dossier et se prononce une fois de bon, on va passer à autre chose. Mais aujourd'hui, on a une telle démarche qui est entreprise, même si au fond c'est une bonne chose, mais j'avoue que la démarche n'est pas une démarche qui puisse nous permettre véritablement d'attendre grand chose de cela, parce qu'on ne peut pas, à la lumière de ce qui a été présenté par la Cour des comptes dans ce rapport, constituer une requête et déposer, alors que dans le rapport, on a déjà tous les éléments. Si vous voulez porter plainte contre le ministre de l'économie et des finances, vous portez plainte contre le ministre de l'économie et des finances. Si vous voulez porter plainte contre le gouvernement ou contre l'État, vous portez plainte contre l'État. Et maintenant, parce que les gens portent plainte contre l'État. Ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer. Si vous voulez être précis, soyez précis dans votre démarche et mettez de votre côté toutes les chances pour faire aboutir. Parce que pour moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une question de communication.
C'est-à-dire que c'est plus, c'est trop léger au fait. C'est juste pour communiquer. Ben ces gens-là, ils ont publié un rapport. On a lu, on a vu qu'il y a eu des irrégularités. Pour nous, ce n'est pas des irrégularités, c'est des malversations. On a écouté leur responsable sur vos antennes. Il a parlé de malversations financières. C'est-à-dire que lui-même, il juge déjà. C'est quelqu'un qui a déjà cette appréhension de tous les éléments qui y sont contenus. Et il ne se prononce pas avec une certaine retenue. Vous imaginez, demain, et c'est mon propre avis que cette requête ne va pas donner grand-chose, même si la justice se prononce, demain ils sauteront dire « Ah, c'est les mêmes, ils sont toujours ensemble, vous avez vu, on a déposé une plainte, mais ils n'ont rien donné comme suite. » Donc, ça veut dire que la justice est au boss du pouvoir en place. Donc, c'est une question de communication. C'est pour dire « Ah, c'est nous les anges de la République. C'est nous qui voulons votre bien. Ceux qui sont là, ils détournent les fonds, ils dilapident vos ressources, et après tout, voilà ce que ça donne. Donc, c'est plutôt une question de communication qu'une démarche sincère et honnête. Parce que si c'était une démarche sincère et honnête, on aurait pu voir autour de cette requête beaucoup de démarches qui permettraient à ce que la requête puisse être véritablement bien préparée, bien documentée, qu'on ait tous les éléments, peut-être des éléments qui ne sont pas mis en exergue dans le rapport, mais à partir de leur réseau et tout ça, là, eux pourront recueillir des éléments pour pouvoir constituer une plainte en bonne et due forme déposée au niveau de la justice contre l'État pour ce qu'ils accusent. Parce que c'est normal, quand vous êtes dans un pays où vous constatez que les gouvernements, à partir de leur choix, ça porte atteinte à un certain nombre ou à un certain domaine de la vie de la République, c'est votre droit en tant que citoyen, organisé ou non, de porter plainte, de pouvoir comprendre davantage sur ce qui se passe. Mais la démarche qui a été entreprise n'est pas convaincante. Et pour moi, ça me fait croire que c'est beaucoup plus une question de communication, de propagande qu'une démarche sincère et honnête qui nous permettra d'aboutir à un résultat précis. Mais il faut le rappeler pour finir sur ce point. Le fonds Covid, ce n'est pas seulement que les fonds et les apports des bailleurs. L'État y a contribué. L'État a contribué à un certain hauteur. Et puis, à une certaine hauteur. Et quand on dit contribution de l'État, ce n'est pas l'argent du chef de l'État, ni des gouvernements, des ministres. C'est l'argent de nous tous, par nos taxes, par nos impôts que nous payons. C'est cela qui permet à ce qu'on puisse réaliser ce genre d'initiative lorsque nous sommes dans une phase où nous faisons face à une épidémie, à une urgence quelconque. Donc, c'est de l'argent public. Même si c'est les bailleurs qui donnent, dès qu'ils nous donnent, ça devient de l'argent public puisque c'est déposé sur le trésor public, sur le compte public. Donc pour moi, la démarche, non seulement elle n'est pas sincère, c'est une question de propagande et de communication. Et je profite pour rappeler véritablement que les organisations de la société civile au niveau de notre pays doivent se ressaisir pour être des organisations de la société civile constructives qui apportent des propositions concrètes et qui permettent d'améliorer, pas de la confrontation. Nos pays africains n'ont pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin d'un secteur de la société civile qui soit un contre-pouvoir, une confrontation entre les gouvernants. Non, nous avons besoin d'une organisation des organisations de la société civile très compétentes, avec des matières avérées dans le domaine des finances, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, qui ont des propositions pour faire valoir quand ils constatent qu'il y a des manquements au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques. Il y a aussi un fait au Togo, et on ne va pas l'oublier, en général, les dossiers de corruption n'aboutissent pas vraiment. Oui, je pense que c'est vrai que les dossiers de corruption n'aboutissent pas parce qu'on n'a pas, on les a pas vraiment documentés, on les a pas vraiment. D'ailleurs, je pense que le rôle même de la Plucia, c'est quoi? C'est de lutter contre de ces genres de choses, de lutter contre la corruption, de prévenir, de lutter contre la corruption. Donc la Plucia peut même se saisir de ce dossier, même pour voir, pour une fois, pour qu'on voit plus clair dans cette affaire. Aujourd'hui, moi je ne veux pas incriminer la société civile qui porte plainte aujourd'hui, parce que c'est aussi un moyen pour nous de voir clair dans l'histoire. C'est vrai que porter plainte contre IS n'est pas la meilleure façon de faire, parce qu'on sait aujourd'hui qui a géré ces fonds-là, on sait aujourd'hui qui sont ces personnes-là, ces entités qui ont géré ces fonds. On peut porter plainte contre ces personnes-là nommément. On peut les citer et porter plainte contre eux. Et ça ouvre même maintenant le débat à la justice pour voir clair dans cette affaire.
une fois pour de bon, la justice peut nous édifier sur le fait que ce rapport de la Cour des comptes ne dit pas qu'il y a eu détournement de fonds ou bien qu'il y a eu corruption quelque part, ou au contraire, ces rapports affirment clairement qu'il y a eu détournement ou qu'il y a eu corruption. On connaît les affaires de la route Lomé-Vaughan aujourd'hui, ouais. L'affaire du rapport de la Cannes et tout ça là, qui n'a pas abouti. Et ça, la APUSI a transmis le dossier. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai dit, les affaires de corruption. C'est pas un peu si c'était peut-être un journaliste qui a fait quelque chose rapidement en tranche. Non, on ne va pas faire le raccourci. On ne va pas faire le raccourci, mais ça doit commencer. On doit commencer quelque part. Même si on dit que la justice ne va pas, il faut qu'on commence, au moins qu'on nous donne des éléments. Qu'on voit un peu ce qui se passe avant qu'on ne dise que oui, la justice n'a pas fait son travail, ou bien on a rendu un mauvais verdict, ou bien que la justice est corrompue, quoi que nous disons aujourd'hui. Il faut au moins que le travail se fasse et que nous-mêmes nous jugions après que oui, le travail a été mal fait ou pas. Que vous envoyez les dossiers restent en instance ou bien les dossiers ne trouvent même pas d'issue. C'est ça qui fait dire aujourd'hui que les gens ne veulent pas traiter des sujets de la corruption. Il y en a, hein. Il n'y a pas de pays au monde où il n'y a pas de corruption. Les gens essayent de lutter contre ça. Vous voyez au Rwanda comment cette lutte est effectuée contre la corruption. Vous voyez ailleurs il y a des pays où la lutte contre la corruption, il y a des chefs d'État qui en font un cheval de bataille. Au Bénin dernièrement, il y a eu quelques débuts de procès contre la corruption. On a vu comment ça se fait. Si aujourd'hui au Togo on voit que oui, je ne dis pas que la justice ne fait pas bien son travail. Je dis juste que s'il y a eu des débuts sur des affaires qui sont là et que nous tous nous connaissons, nous savons de quoi il s'agit, même si on suppose qu'on connaît de quoi il s'agit, il faut que la justice nous éclaire que ces affaires-là entrent en instance vraiment et que les juges ou bien que la Cour nous édifie. C'est parce que c'est quand il y aura un procès ou bien c'est quand il y aura confrontation que la lumière, qu'on verra la lumière ou bien qu'on verra la vérité, même si les avocats ou bien les partis vont faire tout pour essayer de cacher le vrai fond de la chose. Mais nous, on n'est pas aveugles non plus. On voit comment le développement va se faire, on voit on saura un peu qui est en train de mentir ou bien qui est en train de dire la vérité par rapport aux preuves qu'ils vont fournir à la justice. Donc je pense que oui, ces affaires-là doivent vraiment commencer par être jugées et rendues publiques pour qu'on sache vraiment de ce qu'il en est. Oui, sur cet aspect-là, c'est vrai que la APUSI a reçu cette double mission de prévenir et de lutter contre la corruption. Mais quand vous voyez un peu la loi du 28 juillet 2015 qui crée la APUSI, quand vous prenez la disposition qui traite de sa coopération avec la justice, mais ces moyens sont limités. C'est-à-dire que la APUSI ne peut que documenter les cas, les transmettre à la justice. Ouais. Ça s'arrête là-bas. Et c'est à la justice maintenant de faire son travail. Et dans plusieurs de mes interventions, j'ai appelé à ce que les autorités togolaises puissent réviser la loi et donner les moyens adéquats à la APUSI pour pouvoir gérer cet aspect juridique, ne serait-ce toujours en coopération avec la justice, mais lui donner des outils nécessaires. Vous savez, la question de la notation des pays au plan mondial, lorsqu'il s'agit de classer les pays de corruption, et pour la petite histoire, lorsque nous avons mis en place la APUSI en 2015 jusqu'en 2022, le pays n'a jamais réussi à améliorer sa notoriété au plan international. De 2015 à 2022, notre score oscille entre 68 à 71%. Donc, dans l'échelle qui va de 0 à 100, lorsque vous avez un score qui monte comme ça, ça veut dire que la corruption est massive dans votre pays. Donc, les autorités même le reconnaissent, le chef de l'État même l'a reconnu, que la lutte qui a commencé doit être poursuivie avec détermination et avec cette volonté politique qui est enclenchée. Donc, la première démarche à faire, c'est d'abord de réviser la loi
pour permettre à ce que la A+A puisse avoir des outils nécessaires pour enclencher les procédures judiciaires. Lorsqu'on dit qu'on enclenche les procédures judiciaires, cela ne voudrait pas dire qu'il faut nécessairement que, à l'issue d'un procès, qu'on condamne les gens. Non. Mais lorsque on sent que la justice est impliquée dans la répression des actes de corruption, ça améliore d'abord le climat des affaires et ensuite ça donne plus de confiance aux investisseurs pour venir dans nos pays. Et par la suite, ça permet à ce que lorsque les gens qui sont censés qui ont reçu ce mandat-là de gérer les affaires publiques ou les fonds publics, puissent se dire, si je m'hasarde à détourner ou à corrompre, je serai dans les mailles de la justice parce qu'on a une justice qui est active et qui travaille véritablement. Mais au-delà, si vous permettez que je finisse là, quand vous prenez un peu nos pays, vous voyez des gens qui crient toujours qu'il n'y a rien qui est fait en termes de corruption. Les agents publics, allez dans les commissariats de police, allez par exemple au service de passeport, allez au niveau de l'aéroport, allez au niveau de services de TDE. Moi j'en ai reçu plein de témoignages. La dernière fois à l'aéroport, je revenais d'un voyage où j'avais des problèmes à remplir mon formulaire d'immigration, où j'ai rapproché l'agent public. La première des choses qu'il m'a dit, c'est-à-dire que quand il va finir de remplir, que je puisse lui donner quelque chose pour sa connexion. Je l'ai interpellé. Mais vous avez la connexion à l'aéroport ou non? Vous êtes payé ou non à la fin du mois? Vous voulez quoi encore? Quand vous allez même dans les points de TDE, où les agents, malgré les réformes qui sont opérées, les agents publics continuent par réclamer de l'argent aux citoyens. Donc, il est important que les agents publics prennent conscience qu'ils sont là pour servir. C'est vrai, la rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Mais si nous acceptons de travailler, les richesses vont s'augmenter et la rémunération de tout un chacun va connaître une amélioration constante. Donc, c'est sur ce volet-là que nous devons travailler. Ensuite, sur nous-mêmes, pour que nous puissions faire face à ce genre d'actes, au lieu de toujours dire les autorités ne font rien pour lutter contre la corruption. Moi, je conclue en disant qu'il faut toutes les réformes, mais il faut aussi la réforme des cœurs par l'éducation pour que ça rentre dans les habitudes. Merci beaucoup, Samir Ouro-Sama, d'être passé. Honorable Vincent Megavi, merci également. Merci à vous, Samuel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce fut un réel plaisir et j'espère qu'on reviendra très bientôt. Bien évidemment. Merci à tous et passez un excellent week-end.